live est lancé. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous et à toutes, si vous êtes en ligne, même pour ceux qui écouteront plus tard. Et donc, on se retrouve pour la dernière séance de ce cours consacré à la déviance, aux analyses sociologiques de la déviance, mais surtout de la criminalité et du contrôle social. Et donc, c'est un panorama assez ramassé que je vous ai proposé, et je le termine par un élément essentiel de ce panorama, de cet ensemble, de ce système pénal, qui est donc la question de la peine, hein, de la peine qui est infligée par les tribunaux et de l'exécution de cette peine. C'est donc une des formes de la problématique qui mérite d'être traitée, ce d'autant que, et ça c'est une chose très importante à retenir, que sa logique institutionnelle, et donc sa logique sociologique, est significativement différente de celle des étapes précédentes, d'une certaine manière, du processus de contrôle social, c'est-à-dire du contrôle par la police qui a sa propre logique, de la justice dont je vous ai parlé la dernière fois, qui par ses filtres et ses éléments de tri des populations et des faits méritant d'être pénalisés, eh bien, a sa propre logique, une logique de tri, une logique de sanction, et propre aux tribunaux notamment. Et puis, après que les gens ont été sanctionnés, après que la peine a été prononcée par le tribunal, il y a une logique de la peine, c'est-à-dire de la pénalisation, plus exactement, qui répond à des logiques qui ne sont plus du tout les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes institutions. Ce n'est plus le tribunal qui en a le contrôle, même si, j'en dirais deux mots, il y a un juge qui s'appelle le juge d'application des peines, qui rend une série de décisions sur l'exécution des peines, c'est-à-dire le fait d'incarcérer certaines personnes ou de les libérer à un certain moment. Mais toute la logique de cette peine, même si elle relève d'un juge, même si elle est judiciarisée en partie, participe de sa propre logique, qui est une logique de contrôle social spécifique, et qui a toujours beaucoup intéressé les analystes des questions de contrôle social, mais plus largement des questions de l'ordre social, et notamment on pense aux travaux de Michel Foucault, dont je vais vous parler un peu, parce qu'il considérait que cette pénalité était une forme ultime, une forme qui ramassait ou recueillait dans son système tous les éléments propres au contrôle social dans ses différentes formes. Et qui, au-delà de la privation de liberté, qui permet, la prison notamment, n'est pas simplement un lieu où l'on enferme, ça va bien au-delà, c'est un lieu où on impose une certaine discipline, nous dit Foucault. Voilà, donc la pénalité telle qu'elle se développe dans la période moderne. Alors quand je parle de période moderne, c'est au sens des historiens, c'est-à-dire à partir, grosso modo, du XVIIe et du XVIIIe siècle. Cette pénalité moderne se résume d'une certaine manière à la prison. Hein, c'est-à-dire que même s'il existe d'autres formes de pénalité dont je vais vous parler ensuite, comme l'amende évidemment, auquel on peut penser, mais il y a d'autres formes de peine existantes et qui ont été développées depuis au cours du XXe siècle et plus récemment. Et il n'empêche que la prison reste la forme suprême, et quand on parle de sanctionner, de pénaliser, etc., on pense prison. C'est un peu l'alpha et l'oméga de toute la pénalité, mais de la pénalité moderne. C'est-à-dire que cette forme de pénalité suprême, ou paradigmatique, dirait-on, qu'est la prison, elle n'est pas universelle dans l'histoire. Il a existé d'autres formes de pénalité,
avec un autre centre de gravité semblable à la prison, à d'autres époques de l'histoire, en Europe occidentale, mais dans d'autres pays aussi, parlons de l'Europe, puisque c'est là que la prison s'est développée principalement, avant de se diffuser, eh bien, ces autres formes de pénalité, notamment au Moyen-Âge ou dans les périodes précédentes, se traduisaient notamment par la torture. La torture était la forme précédente de pénalité. Et il pouvait y avoir certaines situations d'incarcération, mais elles étaient marginales. Elles étaient destinées notamment à l'aristocratie. Et le tout venant des gens qui étaient condamnés pour les crimes ordinaires l'était à des peines de torture. Alors attention, quand on pense torture, on pense à des choses épouvantables comme l'écartèlement, la roue, etc., qui étaient des peines suprêmes, les peines qui conduisaient à la mort, mais la mort avec des souffrances épouvantables, donc qui sont ces formes exceptionnelles et suprêmes de peine et de torture. Mais il y avait toutes sortes de tortures ordinaires, comme clouer au pilori, par exemple, où on attachait les gens à un dispositif en bois, où ils se promenaient dans la rue, et où on les montrait comme étant des personnes de mauvais aloi, comme des délinquants, et les gens pouvaient leur jeter quelques légumes à la figure, etc. Donc voilà, c'est une torture qui est assez rude, mais qui l'est beaucoup moins que les tortures qu'on imagine en général. Une autre torture qui, notamment pour ceux qui avaient volé des aliments, consistait à les attacher sur la place publique, allongés, leur mettre du saindoux, c'est-à-dire de la graisse de porc sur le visage, et tous les chiens du quartier venaient manger le saindoux sur son visage, qui est parfaitement désagréable, et même, vous imaginez que vous pouvez être blessé par les crocs des chiens, mais c'est une peine qui est une peine qui porte sur le corps, puisque, nous dit Foucault, à cette époque, toute forme de délinquance, de crime, était un crime contre le corps du roi. Et donc, par effet d'homologie, on blessait le corps de l'auteur de ce crime parce que lui-même avait blessé le corps du roi. Donc c'est une logique de la torture qui est abandonnée à compter du XVIIIe siècle et en Europe de l'Ouest en tout cas, parce qu'il subsiste dans certains pays. On pense que dans certains pays, par exemple, le fait de couper la main à un voleur continue d'exister ou d'infliger un certain nombre de peines de torture, comme les coups de fouet notamment, qui existent toujours dans certains pays du Moyen-Orient notamment, pour certains types de crimes, la prostitution par exemple, fait l'objet de coups de fouet. Et on sait que dans la Bible, il faisait l'objet d'une lapidation, c'est-à-dire le fait de lancer des pierres sur la prostituée, d'où la déclaration de Jésus que me jette la première pierre, celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Parce que ça c'est dans une situation où il refusait de lapider une prostituée. Donc voilà, à partir du XVIIIe siècle, on commence à considérer que ce type de pénalité est barbare, entre guillemets, c'est-à-dire pas très conforme aux valeurs de l'époque, et surtout considéré, suite aux écrits des premiers criminologues dont je vous ai parlé tout au début du cours, que la torture n'était pas du tout une solution efficace pour éviter la récidive et pour guérir d'une certaine manière la criminalité inhérente à la personne. Et par conséquent, il s'est imposé l'idée qu'il fallait développer une autre forme de pénalité qui soit plus adaptée à cette efficacité attendue, qui est celle de réformer en quelque sorte les criminels pour qu'ils cessent leur activité criminelle, qu'ils se dotent d'une morale convenable et conforme aux attentes
de la société et qu'il puisse servir d'exemple à l'ensemble de la société, au-delà de l'effet de dissuasion. Alors, cette forme moderne de pénalité a été théorisée par plusieurs philosophes, penseurs de l'époque, mais en particulier donc par un de ces penseurs anglais qui s'appelait Jeremy Bentham, et qui propose l'idée sur laquelle Foucault va beaucoup s'arrêter dans son ouvrage important sur la question qui s'appelle Surveiller et punir. Et le dispositif dit du panoptisme. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, premièrement, ceux qui commettent des infractions doivent être privés de liberté et incarcérés. Incarcérés, c'est-à-dire mis dans un milieu carcéral. Mais ce milieu carcéral, en quoi il va consister? Jusqu'alors, à part quelques prisons très particulières, comme la fameuse prison de la Bastille, mais où étaient embastillés uniquement un certain nombre d'aristocrates, dont certains pouvaient être favorables à la Révolution, mais qui étaient... c'était une prison toute relative, puisqu'ils étaient privés de liberté, ils ne pouvaient pas communiquer, ils ne pouvaient pas sortir dans la rue, mais ils pouvaient avoir des domestiques sur place, ils pouvaient se payer des repas, et leurs femmes pouvaient leur rendre visite, et ils pouvaient parfois rencontrer certaines personnes avec l'autorisation des autorités compétentes. Ça, c'est une forme de prison qui n'a rien à voir avec celle de Bentham. Et puis il existait déjà, à l'époque, un certain nombre de lieux où l'on mettait à l'écart de la société toute une série de personnes qui n'étaient pas forcément des criminels, mais qui étaient des gens sans foi ni loi, sans feu ni aveu, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire sans foyer ni lien d'allégeance avec qui que ce soit, sans feu, foyer ni aveu, c'est-à-dire allégeance avec un métier par exemple, etc., une corporation, et donc que l'on mettait dans des hospices ou dans des espaces communs, mais où il n'y avait absolument pas de cellules, où tout le monde était contenu dans des grands dortoirs, et puis une cour commune, et dans des conditions assez redoutables au XVIIe, XVIIIe siècle, comme vous imaginez. Donc, ce que Jeremy Bentham va imaginer et qui ensuite sera donc un principe général qui va développer les formes de détention et d'incarcération par la suite, c'est une prison organisée. Une prison organisée autour d'un principe qui est le principe panoptique, c'est-à-dire que tous les prisonniers sont visibles à tout moment par ceux qui les surveillent. Donc il y a un principe majeur qui est le principe de surveillance, qui n'existait pas dans les formes antérieures de lieux de détention. Donc un principe de surveillance permanente, de visibilité générale des prisonniers, mais aussi le fait que les prisonniers se sentent surveillés. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne les surveille pas en réalité tout le temps, mais qu'ils savent qu'ils peuvent l'être. Et donc, c'est une forme de contrôle du comportement. Il y a cette idée que le comportement doit être contrôlé et que les prisonniers doivent se conformer à des règles, des normes, des principes de fonctionnement qui sont ceux de la prison et qui doivent... ces principes doivent gérer le quotidien de ces prisonniers. On penser au repas peut-être, l'heure de lever, l'heure du coucher, ou à certaines activités, mais un point important qui aussi devait scander la journée, c'est-à-dire en marquer un certain nombre de temps, de temporalité, c'est la prière. La
prière qui est très importante. Pourquoi? Parce que il y a cette idée dans la prison, telle qu'elle est pensée par Bentham et telle qu'elle s'est développée dans l'ensemble du monde occidental à partir du XVIIIe et du XIXe siècle, il y a cette idée que la prison est un endroit où on doit se remoraliser, où le prisonnier qui est a souffert ou subi un déficit de morale. On pense à la morale chrétienne, évidemment, et que le dispositif carcéral doit être un dispositif qui remoralise, qui leur redonne de la morale. Et que pour redonner de la morale, il faut cadrer, imposer des comportements, des façons de vivre au quotidien, et donc un regard sur soi-même et le fait de subir une surveillance, parce que cela va contribuer par le rapport au corps et à l'action ou à l'inaction à développer une morale nouvelle. Et donc la prière en est une forme suprême d'une certaine manière, puisque la prière c'est à la fois se confier à Dieu et par conséquent vivifier sa morale chrétienne, dans l'idéologie chrétienne, mais c'est aussi un moment où dans la prière, il y a une position du corps. Dans la position du corps, c'est le fait de s'agenouiller et de joindre les mains, etc., voire de se prosterner devant Dieu. Donc il y a une posture du corps qui doit être marquée dans le corps. Et cette idée qu'on va resocialiser, remoraliser plus exactement, par le corps, avant de remoraliser l'esprit. Donc le corps est un véhicule, en quelque sorte, de la morale. Et c'est pourquoi, dans l'idéal de l'incarcération moderne, celle développée par Bentham et qui va servir de modèle donc pour les prisons modernes, eh bien, il y a un principe d'encellulement, c'est-à-dire que les prisonniers doivent être mis dans des cellules, normalement individuelles, peut-être à deux, sous certaines conditions, mais idéalement individuelles, parce que cette cellule doit être un endroit où ils peuvent se retrouver face à Dieu, face à leurs actes, face à leur culpabilité, face à leur morale, etc. Et y méditer et retrouver ou adopter une morale nouvelle, celle qu'on attend d'eux, c'est-à-dire celle qui va respecter les valeurs et les normes dominantes dans la société. Alors pourquoi la cellule? Eh bien parce que, on pense bien, c'est inspiré de la logique du monastère, dans le double sens du terme monastère, c'est-à-dire le statut de moine et le bâtiment, et la manière dont les moines vivent au quotidien dans ce monastère. Donc les moines, comme vous le savez, n'ont pas de chambre, ils ont une cellule individuelle, ce qui était rare à l'époque, parce que avant le XVIIIe siècle, tout le monde vivait un peu les uns sur les autres dans des pièces communes. Donc une cellule individuelle, cette cellule, ça leur permet de regarder leur conscience et de la confier à Dieu, et d'être dans la méditation isolée en permanence, enfin pas forcément en permanence, mais souvent, parce qu'il y a des moments communs, évidemment, dans le monastère, des moments collectifs. Voilà, donc la cellule apparaît comme un instrument de pouvoir dans la logique de Bentham, qui va être Michel Foucault l'analyse, un instrument de pouvoir, et la prison comme dispositif d'encellulement, donc d'individualisation de l'incarcération et de la privation de liberté, comme un dispositif, le terme de dispositif est je dirais pas inventé par Foucault, mais imposé d'une certaine manière comme concept, c'est-à-dire comme une technologie, nous dit-il aussi, d'exercice du pouvoir sur les êtres humains.
Et donc cette technologie du pouvoir, nous dit Foucault, eh bien, on va la retrouver à partir du 19e siècle, un peu partout, non seulement dans les prisons, mais aussi dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les ateliers, c'est-à-dire les usines à l'époque, c'est-à-dire toutes sortes d'endroits dans lesquels il y a cette logique d'individuation, de moralisation et d'organisation de l'espace autour de la logique de surveillance. Alors, ça paraît très abusif de comparer l'école, par exemple, à la prison. Bien sûr, l'école n'est pas un lieu de sanction, c'est pas un lieu de peine, c'est pas un lieu où on cherche à neutraliser les enfants, en l'occurrence, mais c'est un lieu où on va chercher à les moraliser par la discipline. Puisque ce passage par le corps comme élément d'imposition d'un comportement qui soit conforme à la morale, c'est la logique de la discipline, nous dit Foucault. Et donc, eh bien, à l'école, et surtout au XIXe siècle, même d'ailleurs au XXe siècle, peut-être jusqu'à une période assez récente finalement, il y a des dispositifs de discipline, très, très précis, très ritualisés, et qui ont pour but d'imposer dans le corps, par des automatismes d'une certaine manière, une façon de se comporter conforme aux normes. Par exemple, le fait de se mettre en rang par deux à la fin de la récréation, le fait de rentrer dans la classe au coup de sifflet. Alors je ne sais pas si ça se fait toujours, ça se faisait encore très largement jusque dans les années 70-80. Et le fait de, une fois dans la classe, et dans la salle de classe, de s'asseoir chacun à sa place, toujours la même, avec des tables rangées d'une certaine manière, et qui sont où tous les élèves font face à l'enseignant et peuvent être surveillés par lui. Et l'enseignant passe d'ailleurs et corrige quand il y a des actes d'indiscipline. Alors toutes ces corrections qui étaient assez physiques ont disparu aujourd'hui, enfin, je pense, mais jusque dans les années 70-80, elles se pratiquaient encore de façon marginale, c'est-à-dire tirer les oreilles, mettre des coups de règle sur les doigts, etc. Donc il s'agit d'un système disciplinaire qui est l'équivalent de celui qui existe en prison. Et la prison constitue pour Foucault la forme suprême, la forme la plus accomplie de la discipline comme dispositif, comme technologie d'imposition des normes sur les individus par l'intermédiaire du corps. Alors voilà, on se retrouve à partir du 19e siècle avec la prison comme forme quasi exclusive de pénalité. C'est-à-dire qu'elle est instaurée dans le droit et dans les faits, c'est-à-dire parce qu'on va construire des prisons sous la forme proposée par Bentham au XVIIIe siècle. On va construire des prisons sous ce modèle-là et donc incarcérer ceux que l'on condamne à de la prison dans ces prisons-là pendant un temps plus ou moins long, le temps d'incarcération étant aussi quelque chose qui n'est pas simplement une sévérité par rapport au crime et donc la privation de liberté, c'est aussi un temps qui est pensé comme un temps de remoralisation, un temps nécessaire pour que le criminel redevienne un bon citoyen. Et autrement dit, un temps où le dispositif disciplinaire et carcéral va pouvoir trouver son efficacité en fonction du crime et de la personnalité criminelle. Donc voilà, cette forme de peine qu'est la prison est celle qui va s'imposer comme rationalité pénale moderne à partir du XIXe siècle et qui va être théorisée par la criminologie
autour de ces idées que je viens de vous exposer de remoralisation et des criminels et d'une manière de les faire quitter leur logique de la criminalité qu'ils auraient incorporée d'une certaine manière. Eh bien, à contrario, ils devront incorporer les bonnes normes de la bonne société. Et donc, la prison devient, à partir de ces années-là, la forme principale de la peine, c'est-à-dire la forme dominante. En réalité, toutes les formes de pénalité se rapportent à la prison comme ultima ratio. C'est en tout cas la notion qui est utilisée par les observateurs et les analystes du système pénitentiaire et du système judiciaire. C'est-à-dire que finalement, si vous ne payez pas votre amende, eh bien vous irez en prison. Si vous ne faites pas ce qui vous est demandé dans le cadre d'un sursis mis à l'épreuve, par exemple, eh bien vous irez en prison. Si les mesures éducatives prononcées au titre pénal, au titre du tribunal pénal, contre des mineurs de moins de 18 ans, donc qui bénéficient de mesures éducatives et non pas simplement des peines, eh bien, si ces mesures éducatives échouent, après plusieurs essais et après des placements dans des foyers, etc., eh bien, l'ultime façon de pénaliser pour les juges pour enfants va être la prison, l'incarcération, même pendant un temps relativement court. Et on n'incarcère pas les mineurs très longtemps, heureusement, sauf s'ils ont commis des crimes très graves, mais c'est extrêmement rare. Donc on n'incarcère pas longtemps les mineurs, mais on considère, c'est-à-dire les juges notamment, mais aussi les procureurs, et puis même certains services éducatifs, considèrent que prononcer une peine de prison devient à un moment donné une nécessité pour mettre, comme ils disent, un coup d'arrêt à un comportement absolument insensible à toute forme d'intervention éducative de la part de mineurs et qui réitère des actes délictuels. Et par conséquent, on va les incarcérer. Donc, à chaque fois qu'il y a d'autres formes de peines qui sont possibles et qui sont prononcées par le tribunal, notamment le sursis est typiquement celui-là, eh bien, la prison intervient comme forme ultime. Et c'est une espèce de menace permanente qui est proposée, imposée, qui est invoquée par tous les acteurs du contrôle social, depuis le surveillant de grands magasins, jusque, évidemment, au juge, enfin, au procureur, au juge, mais y compris au sein de la prison. Que toutes les indisciplines ou toutes les fautes commises au sein de la prison par les détenus, comme par exemple insulter les surveillants, évidemment leur taper dessus, comme chercher à s'évader, comme voilà, toutes sortes de choses qui sont des infractions commises contre la prison ou dans la prison. Le fait de détenir des téléphones, le fait de trafiquer de la drogue au sein de la prison, eh bien, va donner lieu à quoi ? Eh bien, un surcroît de prison. Ce surcroît de prison, il se traduit comment ? Eh bien, il se traduit soit par les fameuses quartiers disciplinaires, donc une prison dans la prison, où sont envoyés les détenus quand ils ont commis ces offenses, là, ces interdits, où ils sont isolés dans des très très mauvaises conditions, etc. Pas de télévision, pas de contact avec les autres, donc privés de tout ce dont ils peuvent être privés pendant un temps plus ou moins long, plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est que la peine de prison soit rallongée. Ce qui est le cas des tentatives d'évasion. Par exemple, une tentative d'évasion, qu'elle soit réussie ou même simplement avortée ou ratée, eh bien, donne lieu à être condamné par le tribunal et à être condamné à de la prison.
et donc un rallongement du temps qui va être passé en prison. Voilà, donc la prison devient la forme suprême de toute pénalité. Hein, c'est la boussole ultime du système pénal et vers lequel on va vous orienter si vous ne vous conformez pas à tout ce qui est attendu de vous, à toutes les étapes préalables, comme le fait de réaliser un certain nombre de choses, de payer votre amende, etc. Alors, dans cette pénalité moderne, telle qu'elle est analysée par certains criminologues beaucoup plus contemporains que ceux du 19e ou du début du 20e, les criminologues critiques, je dirais, qui sont proches des sociologues, eh bien, elles remplissent 4 fonctions. C'est ce qu'on observe à la fois chez les théoriciens donc de la peine comme dispositif de contrôle des populations et surtout des âmes, hein, comme on disait à l'époque, mais aussi donc par ceux qui en analysent la manière dont elle est mise en œuvre, dont elle est mise en action par les acteurs judiciaires et par les acteurs pénitentiaires. Alors, la première fonction, et quand je dis les acteurs judiciaires et les acteurs pénitentiaires, c'est aussi parce que ça fait l'objet d'un relatif consensus dans le public, même si certaines fonctions sont plus attendues par certains publics que d'autres. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et voyons donc ces différentes fonctions. La première, c'est celle qu'on appelle la rétribution. Et attention, il ne s'agit pas de payer une somme où ça n'a rien du tout de financier comme rétribution ou de pécuniaire. On parle de justice rétributive. C'est-à-dire, ça consiste à payer sa dette à la société. Il faut rétribuer la société par rapport au crime qu'on a commis. Et ce n'est pas une rétribution monétaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rembourser les dégâts, hein, les dommages. Il s'agit de réparer le trouble à l'ordre public ou à l'ordre social. Et donc il faut payer sa dette. Une dette morale, une dette symbolique et une dette sociale, d'une certaine manière. Et donc la manière de payer sa dette, c'est de se voir imposer l'ordre social sous sa forme la plus puissante, d'une certaine manière, sous sa forme concentrée, pendant un temps donné, et en étant privé de ce qui est un bien commun le plus évident et le plus précieux, qui est la liberté. On oublie couramment que ce bien commun, là, le fait de pouvoir circuler librement, de pouvoir s'exprimer librement, etc., eh bien, quelque chose, aujourd'hui, tout le monde considère que c'est un allant de soi, que ça va de soi, et qu'il n'y a pas, c'est pas quelque chose de naturel. Alors, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est autorisé par les normes sociales, et que la liberté comme valeur suprême de la société actuelle est quelque chose qui était obtenu au XIXe siècle. Quand on parle de démocratie, on pense aussi à ça, à la liberté de circuler et de s'exprimer, qu'il n'y a pas toujours eu dans toutes les sociétés, ne serait-ce que, par exemple, dans les sociétés marxistes-léninistes, soviétiques, communistes, etc., en URSS et en Chine jusqu'à une période récente. Et vous voyez bien qu'en Chine, à Hong Kong, la liberté, certaines libertés n'est pas accordée à tout le monde. Et donc cette liberté, cette privation de liberté devient une forme suprême de peine, parce que la liberté est une forme suprême, alors être privé de liberté, ça devient une peine suprême. On voit d'ailleurs avec les histoires de confinement et de semi-confinement et de limitation de la circulation, on voit bien comment c'est vécu de façon, surtout quand ça dure assez longtemps, par les gens, comme quelque chose d'extrêmement pénible et parfois insupportable. Et c'est considéré comme une privation de liberté, une atteinte à ses droits, etc. Bon, imaginez, on parle de confinement pendant quelques semaines
chez soi, donc avec le confort qui est plus ou moins important de son logement. Mais vous imaginez ce que peut être la détention pendant plusieurs années dans une cellule, alors pas toujours individuelle en plus, sans pouvoir en sortir du tout, plus de au moins 20 heures par jour. Donc c'est une véritable torture que cette privation de liberté, dans la mesure où c'est une valeur évidente, naturelle, de notre société contemporaine. Et des valeurs qui sont développées à l'époque moderne, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle. Donc voilà, la privation de liberté, c'est le prix à payer. Et ce prix à payer est d'autant plus important que le crime est grave. D'où la durée de la peine. C'est une mesure de la dette que ce temps de privation de liberté. Deuxième logique, c'est une logique de dissuasion. C'est cette idée que la prison, parce que la privation de liberté est pénible et est à craindre, et que tout le monde, enfin personne n'aspire à être privé de liberté, tout le monde craint d'être privé de liberté, eh bien tout le monde tous les citoyens vont tout faire pour éviter cette privation de liberté. Et donc que la privation de liberté est tout à fait quelque chose qui est dissuasif, sans utiliser des moyens qui seraient non conformes aux valeurs, comme par exemple la torture, mais qui garde un certain nombre de droits, mais qui est privé d'un droit et d'un seul, qui est celui de la liberté. Et donc c'est quelque chose qui se veut dissuasif. Donc la fonction de la prison est une fonction dissuasive. Alors on dirait, est-ce que ça marche? C'est l'une des grandes questions. Si on parle de dissuasion, on a tendance à penser que la prison n'est pas dissuasive parce que une bonne partie des détenus sont des gens qui sont déjà récidivistes, sont des gens qui parfois ont déjà été incarcérés et pour qui le fait d'avoir déjà subi une peine de prison n'a pas de caractère dissuasif, a un caractère, c'est un risque à prendre, ou c'est quelque chose auquel il ne pense pas. Il y a toutes sortes de raisons pour ne pas craindre d'aller en prison, parce qu'on pense qu'on ne sera pas arrêté, mais aussi parce qu'on pense que finalement c'est un prix à payer et qu'on peut prendre le risque. Enfin bon, et voilà, on sait que pour les nombres de ceux qui commettent des infractions, la prison n'est pas dissuasive. Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais ça n'empêche que la prison est dissuasive. Parce qu'elle est dissuasive non pas pour eux, mais pour ceux qui n'y vont pas. C'est-à-dire tous ceux des bons citoyens, qui, si la menace de la prison n'existait pas, pourraient commettre des actes. Et que, pour eux, c'est quelque chose qu'ils risquent, un risque qui leur est insupportable, quelque chose qu'ils n'ont aucune volonté de risquer. Et des bons citoyens ne sont pas simplement des citoyens qui respectent les normes. Les bons citoyens sont des citoyens qui craignent un certain nombre de contrôles sociaux et de limites. On veut pour preuve les limitations de vitesse sur la route qui sont plus ou moins respectées, mais évidemment, plus il y a de contrôle par des radars ou d'autres dispositifs, plus ces règles seront respectées, parce que les automobilistes, en l'occurrence, craignent, sont dissuadés par la pénalisation, les amendes, la privation de permis de conduire, etc. Donc, la dissuasion marche, et alors vous me direz, oui, non mais le citoyen moyen ne se mettrait pas à voler, à casser, à détruire, à brûler, ou à commettre des actes de violence sur son prochain, parce qu'il a des autocontrôles
et qu'il adhère à des valeurs et qu'il n'a pas besoin de le chercher à le dissuader. Bon. Je vais revenir une énième fois, et vous allez m'en vouloir, sur les violences conjugales, mais si les violences ou les violences sur les enfants, les violences domestiques, mais si ces violences sont beaucoup plus communes qu'on ne le croit, si elles sont beaucoup plus fréquentes, et si on découvre qu'il y a une quantité incroyable de femmes essentiellement qui se font frapper régulièrement par leur conjoint, c'est parce qu'il n'y a pas de risque de pénalisation. À partir du moment où il y a un vrai risque de pénalisation, où la prison comme possibilité devient réelle, alors la dissuasion fonctionne. Et donc il y a des gens qui sont par ailleurs de bons citoyens, qui ne volent pas, qui n'escroquent pas et qui ne cassent pas la figure à leurs voisins, mais qui cassent la figure à leurs femmes. Et parce qu'ils estiment que ça n'est pas... peut-être qu'ils savent que c'est illégal et que c'est immoral, mais ils ne pensent pas que c'est pénalisable. Et donc la dissuasion carcérale, par la peine de prison en l'occurrence, fonctionne pour toutes sortes de gens, de bons citoyens, et on voit que dans certaines situations, comme les gilets jaunes par exemple, dès lors que... enfin, des émeutes de gilets jaunes, hein, et dès lors qu'ils se sentent dans un espace d'impunité, sont capables de commettre les actes les plus violents, alors qu'ils n'ont jamais eu ce type de comportement par ailleurs. Hein. On pourrait parler aussi des viols, toutes ces viols incroyables qui sont révélés aujourd'hui et qui ont lieu en toute impunité parce que ceux qui les commettent ne pensaient pas risquer la prison de près ou de loin. Et pas seulement parce que ce sont des personnalités importantes dans la société, hein, que ce soit en bas, en haut de la hiérarchie sociale, et l'impunité était la même. Voilà, donc la dissuasion fonctionne pour le citoyen moyen. Et elle ne fonctionne pas pour ceux qui sont déjà engagés dans une logique délinquante. Et ceux qui vont en prison sont fortement susceptibles d'y retourner. Mais cette incarcération-là est là pour montrer la réalité de l'effectivité de la peine, du fait qu'on pénalise réellement, qu'il y a la puissance de l'État qui s'exerce sur ces personnes-là, et que la prison n'est pas un risque fantasmé, que c'est une réalité qui peut s'abattre sur un certain nombre de personnes qui commettent des crimes à partir du moment où ils commettent des infractions. Pensez à la condamnation récente de l'ancien président Sarkozy qui considère que c'est impossible qu'il soit condamné à de la peine ferme. Ça n'a aucune réalité, possibilité. Pourquoi? Parce qu'il probablement s'estimait et s'estime toujours dans une situation de pure impunité. Qu'aller en prison, pour lui, ça n'est juste pas pensable. Voilà, donc ce qui nous en dit long, non pas forcément sur M. Sarkozy, mais sur l'efficacité tout de même de la peine de prison. Même si ceux qui en sortent parfois en disant bon, voilà, ça fait partie des choses que je devais subir, mais ils en ont beaucoup souffert, que ce soit quel que soit leur statut social. Voilà donc pour la fonction de dissuasion. Troisième fonction qui n'est pas non plus négligeable et qui est un des 4 piliers, c'est la fonction de neutralisation. C'est-à-dire que le fait d'incarcérer la personne fait que pendant qu'il est incarcéré, il ne peut pas troubler l'ordre public, il ne peut pas commettre d'infraction. On dirait qu'il peut en commettre dans la prison. Oui, mais ça n'est pas dangereux pour la population, d'une certaine manière. Une fois qu'ils sont incarcérés, la paix publique peut s'exprimer largement, peut être préservée. Donc, il y a une fonction de neutralisation. C'est une fonction auquel on pense beaucoup quand on dit des gens comme ça, il faut les mettre en prison. Et qu'on veut incarcérer, alors non pas
forcément, quand on pense par exemple qu'on veut incarcérer tous ceux qui ont commis il y a 20 ans des actes de pédophilie, d'inceste, etc., on est plutôt sur une demande de fonction de rétribution, peut-être de dissuasion. Pas forcément de neutralisation, parce qu'ils ne le font plus depuis 20 ans. En revanche, là, on demande de la neutralisation, c'est par rapport notamment à ceux qui ont des comportements violents récurrents, ou ceux qui ont des comportements de troubles à l'ordre public récurrents, c'est-à-dire d'atteinte aux biens, hein, de vol ou de vandalisme, etc. Donc ceux-là, il faut les neutraliser parce que leur comportement est incontrôlé, ils n'arrivent pas à se contrôler, et il faut les mettre à l'écart. Et bien entendu, on pense à tous ceux qui commettent des crimes violents et qu'on considère comme étant absolument irrattrapables, hein, et que eux doivent être totalement neutralisés. Et d'où les idées qui circulent régulièrement de la perpétuité réelle, c'est-à-dire où on incarcérerait les gens à vie, avec aucune perspective de sortir, quel que soit leur âge. Donc c'est une idée qui on ressort régulièrement dès lors qu'on assiste à des crimes épouvantables. Alors une perpétuité réelle, d'ailleurs, qui existe de facto pour certains, hein, comme Fourniret, qui ne sortira probablement jamais. Mais on sait par exemple que la femme de Fourniret a été libérée pendant un certain temps et que ça a donné lieu à une espèce de scandale, alors que c'était tout à fait conforme à la loi et à sa peine, mais un véritable scandale parce que on estimait qu'elle devait être punie à vie. J'ai autant de rétribution là que de neutralisation par rapport à ce qu'avait commis son mari. Voilà. Donc la perpétuité réelle, ou bien sûr la peine de mort. Hein. Dans l'idée de la peine de mort, il y a très clairement l'idée que, du coup, ils ne recommenceront pas. Il y a une idée de rétribution, il y a une idée de dissuasion, mais il y a aussi une idée de neutralisation, très fortement. Si vous tuez quelqu'un, c'est certain qu'il ne recommencera pas à troubler, enfin à commettre des crimes épouvantables. Voilà, donc cette fonction de neutralisation est une fonction importante dont le dosage intervient dans le choix de la peine, mais aussi et surtout dans le choix ensuite de la manière dont la peine est exécutée. C'est-à-dire que, par exemple, on va considérer que quelqu'un qui a un comportement convenable n'a plus besoin d'être neutralisé au bout d'un certain temps, ce qui fait qu'il pourra bénéficier d'une réduction de peine parce que c'est un enfant sage, ou plus exactement un détenu modèle, et que donc la fonction de neutralisation est moins indispensable. Vous voyez que tous ces aspects jouent dans une espèce de jeu de modulation de la peine, et notamment de la peine de prison. Alors la quatrième fonction, c'est la fonction de réhabilitation, c'est-à-dire d'amélioration de la mentalité et du comportement des détenus, ou en tout cas de ceux qui sont condamnés, et de les réhabiliter, c'est-à-dire, ça comporte deux dimensions. D'une part, l'amendement, c'est-à-dire le fait d'avoir payé sa dette fait qu'à la fin, eh bien, on doit retrouver un statut de citoyen. La dette est payée, on a le droit d'être un citoyen à condition de ne pas commettre d'infraction, bien sûr. Donc réhabilitation, c'est ça, c'est l'amendement, mais c'est aussi le fait de pouvoir donner les moyens de vivre convenablement, c'est-à-dire, alors, pour la prison, il y a cette idée que l'incarcération va permettre de retrouver, on revient à l'idée de Bentham, hein, étudiée par Foucault, que c'est l'idée de la moralisation. C'est qu'on va remoraliser les détenus pour que, sortant de prison, ils aient acquis tous les principes et tous les réflexes, d'une certaine manière, d'un comportement conforme à la morale dominante. Ce qui est bien sûr illusoire la plupart du temps, mais aujourd'hui on en est
plus à cette croyance qui est un peu ancienne, et autour d'une conception morale et moraliste et moralisante, si vous voulez, du rapport à la criminalité et du rapport à l'ordre social. Et on est dans une période probablement post-disciplinaire, mais où on suppose que il ne s'agit pas tant de respecter les normes morales, il s'agit surtout d'avoir un certain nombre de ressources pour pouvoir vivre dans la société au quotidien de manière responsable et de pouvoir exercer sa liberté de manière responsable, c'est-à-dire conforme aux attentes de la société, c'est-à-dire avec un logement, un emploi, rappelez-vous les garanties de représentation, hein, une famille si possible, dont on dit d'être un bon père de famille, d'être quelqu'un qui a un logement et qui se comporte, enfin qui a un comportement conforme à ce qu'on peut attendre d'un locataire, d'un habitant, d'un résident dans une résidence, etc., dans un quartier, ce qu'on voudra, et puis qui est un travailleur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie du monde du travail, du monde économique, et qui va y exercer un certain nombre d'activités. Et donc ce sont aujourd'hui considérés comme les conditions de la réhabilitation, et qui peuvent jouer également sur les remises de peine. Aujourd'hui, si quelqu'un qui est condamné à une peine longue veut obtenir une remise de peine, une des conditions qu'il va devoir remplir, c'est celle de pouvoir avoir un logement à la sortie et encore mieux, un emploi. Ce qui est possible dans certains cas. Il y a toutes sortes, des possibilités par les services pénitentiaires d'insertion de probation, mais aussi par des services sociaux ou par la famille, de faire en sorte qu'une promesse d'emploi puisse exister pour que la personne puisse être libérée et être réhabilitée, et que pendant cette période de libération, dite libération conditionnelle, elle va pouvoir être mise à l'épreuve de sa réhabilitation. Donc ce rôle de réhabilitation qui on a l'impression qu'il joue un rôle tout à fait secondaire, et qu'il n'a pas d'importance, et qu'il est vraiment que ça ne compte que pour une petite proportion de détenus. En réalité, c'est un point important parce que c'est quelque chose qui joue, c'est un objectif de l'administration pénitentiaire, c'est un objectif du système carcéral de pouvoir faire sortir les gens dans les bonnes conditions. C'est un objectif qui n'est pas atteint dans bien des cas, et pour toutes sortes de raisons, hein, qui sont liées au système pénitentiaire lui-même et aussi à la société. Quand on a un chômage qui se situe entre 9 et 10 ou 12%, et il est bien évident que trouver un emploi pour un ancien détenu, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce que même pour les gens qui n'ont pas été en prison, c'est difficile. Mais, et surtout que les gens qui sortent de prison n'ont pas de qualification, souvent. Mais c'est un objectif qui est poursuivi en permanence, à la fois par les politiques pénitentiaires, par les acteurs de l'administration pénitentiaire, et qui est une condition de légitimité de la prison, d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour que la prison puisse être acceptable socialement, il faut que l'idée, le principe de réhabilitation soit présent, qui ne fasse pas l'objet d'une réussite parfaite, c'est évident, même loin de là, mais il faut que ce principe soit actif. Il s'agit d'une fonction idéale de la prison, et vous voyez bien que ces quatre fonctions dialoguent entre elles, modulent la peine, modulent l'exécution de la peine, plus exactement, et sont des références pour tous ceux qui s'intéressent à cette question de la peine, c'est-à-dire à la fois les magistrats, et notamment les juges d'application des peines, et les politiques, dans la mesure où à certains moments, ils vont vouloir une prison qui est très dissuasive, à d'autres moments très neutralisante. Hein, on pense aux terroristes, par exemple, on veut les neutraliser définitivement. À un moment donné, il s'agit de payer sa dette à la société. Et à un moment donné, la question de la réhabilitation se pose. Tout dépend un peu de l'actualité du moment.
Et les positions politiques combinent ces 4 dimensions dans leurs discours et dans leurs projets politiques, et même dans les politiques publiques qui sont développées par les textes de loi ou autres. Par exemple, tous les textes concernant les meilleures conditions d'incarcération sont tendus par l'idée de réhabilitation plus que de tout autre. Voilà, donc, donc par le milieu judiciaire, par le milieu politique, mais aussi par le milieu pénitentiaire, c'est-à-dire que toutes les politiques, les dispositifs, les manières d'agir, les compétences qui sont déployées au sein de l'administration pénitentiaire sont tendues vers ces 4 fonctions. C'est-à-dire, quand je dis l'administration pénitentiaire, ce n'est pas simplement la direction et le fonctionnement des prisons, parce que l'administration pénitentiaire vient bien au-delà. Ce sont les prisons, mais ce sont aussi des partenaires des prisons, ce sont aussi les services de probation et d'insertion qui sont à la fois en milieu pénitentiaire pour préparer la sortie et en milieu extérieur pour s'occuper de ceux qui soit sont en sursis mis à l'épreuve, j'y reviendrai, soit en libération conditionnelle ou d'autres situations où ils sont toujours sous main de justice, mais pas incarcérés. Voilà donc des éléments. Comme il est 16h55, je vous propose de faire une petite pause à ce moment. Et nous reprendrons dans 5 minutes, soit à 17h.
Christine. Bien, je vais pouvoir reprendre si vous êtes prêts. Je ne peux pas savoir si vous l'êtes ou pas. Donc, après vous avoir présenté tous les éléments de principe, c'est-à-dire les logiques politiques, hein, au sens politique, prises au sens de l'exercice du pouvoir, qui sont celles qui président à la pénalité, et donc à cette pénalité carcérale qui est celle de la modernité. Le sociologue ne s'intéresse pas qu'aux grands principes de cette politique, de cette gouvernementalité, pour parler comme Michel Foucault, c'est-à-dire de cette logique du pouvoir, même si ça l'intéresse, mais il doit aussi voir quelle est la réalité de la prison et de ce qui s'y passe à l'intérieur ou dans sa relation avec la société. Alors il y a une forte richesse en France, mais aussi dans d'autres pays anglo-américains, mais en France, ça a été tardif, c'est arrivé à partir des années 90. Avant, on avait très très peu de travaux de sociologie de la prison. Depuis les années 90, on en a énormément. Donc cet objet a été saisi sous toutes sortes de dimensions que je n'aurai absolument pas le temps de vous évoquer dans toutes ces dimensions. Par exemple, le rapport des détenus avec leurs familles, comment les familles vivent la détention d'un proche, la question des droits à l'intérieur de la prison, la question des différents types de détention, puisqu'on a les détentions de mineurs, des détentions de majeurs, des détentions des femmes, les courtes peines, les longues peines, des courtes peines qui sont en maison d'arrêt, des longues peines qui sont prises en charge dans des centres de détention ou des maisons centrales où les conditions de détention sont totalement différentes. Hein. Je vais y revenir. Donc voilà, il y a une multiplicité de travaux sur la prison et sur son rapport aussi à la société. Il y a des travaux sur l'environnement social, urbain, dans lesquels les établissements pénitentiaires sont mis, puisque qu'aujourd'hui, la plupart des prisons sont construites en dehors des villes, même parfois assez loin, dans des campagnes, et en race campagne, ce qui pose toutes sortes de difficultés, par exemple, pour les familles, pour aller rendre visite à leurs proches détenus, et que rares sont les prisons qui sont dans les centres-villes. Il y a celle de la santé à Paris, bien sûr, et à Rennes, on a... on connaît bien celle de la prison des femmes, hein, qui est située en plein centre-ville, derrière la gare, et qui est une prison qui est effectivement réservée aux femmes détenues. Parce que la nouvelle prison, avant la prison des hommes, la maison d'arrêt était Jacques Cartier, dans le quartier Jacques Cartier, à Rennes, un peu plus loin derrière la prison des femmes. Aujourd'hui, elle est quelque part à Vezin-le-Coquet. Alors, c'est pas dans une campagne, mais c'est dans une zone industrielle et commerciale. C'est pas trop difficile de s'y rendre, mais c'est assez isolé du reste de la ville. Donc, le rapport avec l'environnement urbain ou rural est tout à fait un sujet intéressant pour le sociologue, y compris pour le rapport avec les citoyens qui vivent dans cet environnement carcéral. Voilà, mais donc les réalités de la prison actuelle sur lesquelles je vais vous dire quelques mots, c'est bien sûr la question de l'efficacité de la prison comme ultima ratio. C'est-à-dire que effectivement, elle fonctionne bien comme un ultima ratio, c'est-à-dire une rationalité ultime, c'est-à-dire ce vers quoi va tendre en ultime sanction tous ceux qui ne respectent pas les autres sanctions. Et qui plus est, lorsqu'ils ont déjà été condamnés de la prison, s'ils récidivent,
eh bien, ils vont être condamnés à d'autant plus de prison. Et là, je vous renvoie au cours précédent. C'est une logique qui est une logique propre aux tribunaux, puisque le seul instrument de pénalisation et de sanction dont ils disposent, c'est la prison comme ultima ratio. Et donc, ce principe de pénalité fait que la prison la prison absorbe essentiellement un certain type de population qui sont les récidivistes. Qui sont récidivistes souvent parce que les conditions sociales dans lesquelles ils se trouvent les amènent à récidiver. Et là, je vous renvoie encore au cours précédent. Typiquement, par exemple, les toxicomanes qui, parce que leur addiction fait que ça les amène à commettre des infractions qui ne sont pas uniquement liées à la drogue, mais qui peuvent être liées au fait de vouloir se procurer de l'argent pour se procurer de la drogue, par exemple, ou de se procurer de la drogue en attaquant une pharmacie ou que sais-je, eh bien, sont dans des conditions favorables à la récidive. Et il y a toutes sortes de situations, je vous en ai parlé la dernière fois. Donc voilà, cette prison devient un lieu d'attraction d'un certain type de population, qui sont donc des récidivistes, mais qui sont donc des personnes qui sont souvent dans une situation de grand dénuement, pas seulement économique, mais social, c'est-à-dire sans qualification, sans relations sociales, sans capital symbolique, pour reprendre ce concept commun en sociologie, et que les seuls amis qu'ils ont sont des co-détenus ou des complices dans des affaires crapuleuses. Donc cette situation fait que la prison devient un lieu qui, d'une part, accueille toute une misère du monde, comme diraient certains, mais une misère sociale, et une misère aussi psychologique, parce que ce sont des gens qui ont souvent des problèmes liés à la toxicomanie, liés à des problèmes de troubles mentaux, etc. On a une proportion énorme de gens qui ont des troubles mentaux dans les prisons, et qui en plus reproduit cette situation, puisque la prison constitue un facteur de déclin social, de dislocation du socle social dans lequel les personnes peuvent se trouver, et donc après qu'ils ont fait un séjour en prison, ils sont parfois divorcés, même souvent, ils ont perdu donc une relation familiale, ils n'ont pas de travail, ont beaucoup de mal à en retrouver, ils n'ont pas de logement, et donc les fameuses garanties de représentation disparaissent, alors que c'était elles qui les ont en partie amenés vers cette sanction ultime. Donc, la prison produit du déclin social pour les détenus, et qui plus est, elle peut contribuer à produire aussi une socialisation, ce que j'appelle ici l'école de la criminalité, une socialisation à certaines formes de délinquance qu'ils n'avaient pas forcément connues jusqu'à présent. Ils peuvent rencontrer des gens qui vont leur faire des propositions pas franchement honnêtes, et qui, une fois sortis, vont pouvoir donc répondre aux sollicitations de ceux-là même, qui étaient leurs co-détenus, ou des amis de leurs co-détenus, etc., qui vont leur proposer toutes sortes de facilités pour sortir, et à condition donc qu'ils continuent de travailler de façon malhonnête, illégale, avec eux. Je vous invite à regarder un film très intéressant et important de ce point de vue-là, qui s'appelle Un prophète, qui est sorti de Bernard Blier, qui est sorti il y a maintenant une bonne dizaine d'années, et qui montre bien comment se forgent des relations sociales en prison, et des allégeances, des liens forts entre des dominants et des dominés, etc., et que des gens qui entrent en prison sans vraiment être dans une logique de délinquance très développée, eh bien, on ressorte avec une capacité à être des délinquants chevronnés, d'une certaine manière, pour prendre une expression courante. Voilà donc un premier aspect.
Un autre aspect qui mérite d'être souligné, hein, qui, comme je vous l'ai dit, qui n'épuise pas la question, c'est du côté là de la réalité des politiques, et non pas des conditions carcérales, mais des politiques, c'est une demande sociale qui va croissant d'incarcération, de pénalisation, de sanctions et de sanctions par l'incarcération en vue de la neutralisation des délinquants, ou en vue de la dissuasion, ou parfois en vue pour des raisons de rétribution. Les raisons de la demande sont diverses et variées, et on pourrait croire que, bon, c'est quelque chose qui vient des partis politiques très conservateurs, de droite, etc., qui veulent incarcérer tout le monde, tous les jeunes délinquants doivent être incarcérés, etc. Donc vous avez un bon exemple dans le Figaro hier, qui fait tout un dossier sur, puisqu'il y a quelques mineurs qui se tabassent en groupe, avec quelques morts à la clé d'ailleurs, dans certains quartiers d'Île-de-France, eh bien, le Figaro dit a fait dire à des gens qui l'interviewent, bien sûr, policiers et autres, que les juges font preuve de laxisme, qu'on est trop gentil avec les mineurs, que les nouveaux textes de loi empêchent d'incarcérer les mineurs, etc., etc. Bon. Donc, autrement dit, qu'il faut être plus sévère. Que la gauche fait preuve de laxisme et d'angélisme, et que la droite, elle, doit être plus sévère, ce qu'elle ne cesse pas d'être à chaque fois qu'elle reprend le pouvoir, depuis les années 70, mais encore plus depuis les années 2000, puisque 2002, des textes qui renforcent l'incarcération, et puis après encore en 2000, dans les années Sarkozy, avec, vous savez, ces histoires de peine automatique qui font que les juges étaient obligés de prononcer une peine plus importante quand il y a récidive, et bon, etc., etc. Hein, l'incarcération devenant l'alpha et l'oméga de toute politique pénale. Mais il n'y a pas que, hein, il n'y a pas que les politiques de droite parce qu'ils veulent défendre les braves gens qui sont des braves citoyens, bons chrétiens, etc., et qui respectent tous scrupuleusement la loi, bien sûr, sauf quand ils conduisent leur voiture. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des mouvements de défense de toutes sortes d'intérêts qui favorisent la pénalisation en général et l'incarcération en particulier. Typiquement, les mouvements féministes, que je me garderais bien de critiquer. Mais la demande vis-à-vis des viols ou de toutes les agressions sexuelles ou du harcèlement, etc., est une demande de pénalisation. Par exemple, je ne vous parle pas les viols, évidemment, hein, que les viols, ça donne lieu à de la prison, et ça n'est pas contestable. Mais quand on pense au harcèlement de rue, bien, quand il a été dénoncé, c'est vrai que c'est un problème social, un problème de sexisme tout à fait insupportable socialement, mais réponse apportée, réponse pénale, c'est-à-dire on va donner une amende. Bon. Et au bout de 5 amendes, celui qui a sifflé une fille risque de finir en prison. Enfin, j'exagère, mais il y a toujours cette idée qu'il faut que la solution, c'est la pénalisation. Et puis, même chose pour donc les auteurs d'actes incestueux, je vous en ai déjà parlé, la question de l'imprescriptibilité des incestes qui ferait qu'on incarcérerait des gens 20 ans, 30 ans, 40 ans après les faits, donc des semi-vieillards, voilà, ne pose de questions à personne. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Il y a des solutions autres peut-être à inventer, qui peuvent être des solutions judiciaires d'ailleurs, mais pas forcément je ne suis pas certain, par exemple, que incarcérer les gens, enfin des auteurs d'inceste 40 ans après, contribue à diminuer la souffrance des victimes. Parce que c'est ça. Hein. Et on raisonne en rétribution, peut-être en dissuasion, mais absolument pas par rapport
aux victimes et à la nécessité de, de calmer leur dommage. Et que je ne suis pas sûr que ce soit très dissuasif que d'incarcérer des hommes de 70 ans. Mais voilà, c'est un débat, et je ne prends pas position, je dis simplement qu'il y a une logique qui traverse tous les mouvements sociaux, toutes les idéologies, toutes les postures politiques, de gauche comme de droite, et qui, à un moment donné, appelle à la pénalisation comme solution de tout ce que l'on condamne, hein, comme l'homophobie, par exemple, aussi. Ok, l'homophobie, c'est condamnable, mais est-ce que ça va être condamnable par de la prison? En tout cas, par de la sanction pénale. C'est une question. Et ça fait partie de toutes ces infractions qui se sont ajoutées au fil des ans au système juridique pénal, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui sont condamnés et qui sont, à un moment donné, condamnés à des peines de prison pour des raisons que j'ai expliquées la dernière fois. Donc c'est ce que cette exigence, cette demande sociale de neutralisation et de dissuasion des délinquants fait que, d'une part, il y a de plus en plus de gens qui sont condamnés à des peines de prison, mais aussi et surtout, les peines sont de plus en plus longues. À la fois parce que les récidivistes, on estime qu'ils doivent être condamnés plus lourdement, et à la fois parce que certains crimes apparaissent comme parfaitement insupportables et appellent, dans les discours médiatiques, dans les discours des victimes, dans les discours des avocats, des parties civiles, non pas forcément des victimes, mais plutôt des parties civiles, des associations de victimes parfois, et bien sûr de certains hommes et de certaines femmes politiques, eh bien, qu'il faut condamner plus lourdement. Ça apparaît comme une espèce d'évidence qui ne supporte pas de contradiction. Donc cette volonté de punir, je prends ici le titre d'un ouvrage récent d'un sociologue, Didier Fassin, non pardon, c'est Denis Salas, hein, Didier Fassin, c'est la passion de punir. La volonté de punir me convient mieux. Cette volonté de punir, eh bien, se traduit par ce que donc des sociologues anglo-américains ont appelé la culture du contrôle, c'est-à-dire une demande d'ordre social par la neutralisation de toutes sortes de comportements réprouvés, qui font l'objet d'une réprobation publique, que ce soit le terrorisme, que ce soit la petite délinquance, que ce soit la violence des jeunes, que ce soit l'escroquerie ou la cybersécurité, encore que là-dessus il n'y a pas beaucoup de demandes, hein, mais que ce soit aussi beaucoup les infractions sexuelles, ou que ce soit le harcèlement, etc. Bon. Donc il y a une multiplication comme ça des demandes de restauration d'un certain ordre social, n'est pas toujours le même selon les perspectives et les points de vue, mais qui existe. Et c'est donc cette culture du contrôle et qui amène progressivement, donc dans les sociétés contemporaines, c'est-à-dire depuis les années 70, parce qu'à l'époque des années 70, il y avait un mouvement anticarcéral qui prenait le dessus, il y avait de moins en moins de détenus, et il y avait un argumentaire assez fort pour éviter la prison et inventer des dispositifs alternatifs. Aujourd'hui, c'est très très faible, enfin, c'est cette idéologie ou ces mouvements, ou ces positionnements, ces propositions anticarcérales sont rares, marginales, et ce qui est dominant, c'est la carcéralisation. Donc je cite deux auteurs, un écossais, David Garland, qui donc écrit un ouvrage qui s'appelle La culture du contrôle, qui n'est pas traduit en français, Culture of Control, et l'autre, Niels Christie, qui est d'origine suédoise, norvégienne, je ne sais plus, mais qui écrit en anglais et qui écrit, certains ouvrages sont traduits, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur pourquoi on incarcère de plus en plus. Puisqu'on arrive à une situation qui ne date pas d'hier, mais qui n'est pas non plus extrêmement ancienne, qui a moins de 40 ans, clairement, qui est cette situation de surpopulation carcérale
euh, absolument chronique. Et vous entendez beaucoup parler. Et quand on en entend parler en France, c'est surtout pour dire qu'il n'y a pas assez de prisons, puisque dans les prisons, les détenus sont entassés dans des cellules à 4 ou 5, là où c'était des cellules prévues pour 2 ou 3 ou 4. Ça va jusqu'à 6 avec des matelas par terre, etc. Alors une situation qui est réelle dans certains établissements pénitentiaires, et notamment les maisons d'arrêt, hein, puisque pour les peines longues, comme je vous l'ai dit, on a des conditions de détention qui sont bien meilleures, avec des cellules individuelles, et parfois des possibilités de circulation. Enfin bon, les lieux de détention pour les criminels, les peines longues, sont beaucoup moins rudes que pour celles des peines courtes, hein, ce qui pourrait paraître paradoxal, mais en même temps, ils restent très très longtemps, donc il faut qu'ils aient des conditions possibles. Il y a même certaines prisons où ils peuvent sortir la journée pour aller vaquer à des travaux des champs et revenir le soir. Hein. On pense à la prison de Casabianda en Corse, qui est connue pour ça. Voilà, donc ces prisons-là n'ont pas de problème de surpopulation. Par contre, elles ont un problème que les détenus restent de plus en plus longtemps et qu'il y a un vieillissement de la population carcérale pour ces longues peines. Une sorte de détenus qui ont plus de 70 ans, parfois plus de 80 ans, ce qui pose toutes sortes de problèmes que peuvent poser toutes les personnes âgées dans la société en général. Et donc l'administration pénitentiaire est confrontée à ce problème de vieillissement et doit y répondre. Ça, c'est un aspect, c'est pour ceux qui sont condamnés de plus en plus lourdement par des peines longues, hein, et notamment ça concerne la criminalité sexuelle en particulier. Accessoirement les meurtres, mais d'une certaine manière les meurtres ne donnent pas lieu à des peines extrêmement longues et donnent rarement lieu à la récidive. Sauf certains cas qui sont les cas de terrorisme, etc. Qui sont des problématiques très particulières auxquelles est confrontée également l'administration pénitentiaire, donc les cas de terrorisme, notamment islamiste, qui constituent un vrai souci pour les prisons françaises, en termes de conditions de détention. Mais en France, on pense à la surpopulation carcérale en termes de fait que certains détenus dans certaines maisons d'arrêt soient entassés dans des cellules, ce qui est une réalité. Mais la surpopulation carcérale, telle que la pense au niveau international, et notamment avec le modèle américain Neil Christie ou David Garland, n'est pas tellement ce qui se passe en France, mais ce qui se passe dans d'autres pays, où la surpopulation carcérale n'est pas qu'un problème d'entassement dans des cellules, mais c'est aussi un problème du fait qu'il y a de plus en plus de prisons, parce que l'une des solutions pour éviter la surpopulation carcérale, c'est de construire des prisons, hein, si on veut continuer d'incarcérer. Donc, pas de problème aux États-Unis, dans notre pays, on construit des prisons et on n'a pas un taux de surpopulation carcérale important. Par contre, on a un taux d'incarcération qui est très important et qui ne cesse de croître. Donc voilà un tableau qui résume un certain nombre de données qui datent un petit peu. Donc elles correspondent plus à la réalité actuelle, surtout que le Covid est passé par là et qu'il a vidé en partie les prisons en France notamment, mais enfin vidé partiellement. Hein. Et donc les taux, notamment d'occupation, sont plus tout à fait les bons, mais les taux de population sont à peu près, les taux d'incarcération, pardon, sont à peu près corrects. Excusez-moi. Donc, examinons dans un premier temps la première colonne. Donc, il s'agit du taux d'incarcération, c'est-à-dire le nombre de personnes incarcérées à un moment donné, à un temps T, pour 100 000 habitants. Dans chaque pays. Donc en France, on aime bien les chiffres ronds, on a un taux de 100 pour 100 000, hein, donc, qui est un taux, si on regarde les autres, n'est pas si important que ça.
Si on compare par exemple au Royaume-Uni, une Grande-Bretagne, on voit qu'on est bien en dessous et que le taux d'incarcération n'est pas forcément le pire des pays occidentaux. La culture du contrôle n'est pas, c'est pas en France qu'elle s'exprime le plus. Et si on regarde les chiffres du Brésil ou des États-Unis, on voit qu'on est sur des maximums. Aux USA, 666. Ça veut dire que, grosso modo, une personne, on est un peu en dessous de 1000, mais enfin bon, une personne sur 300 est incarcérée. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Donc c'est les premiers mondiaux, mais on voit que leur taux d'occupation est tout à fait raisonnable. Il y a une faible surpopulation. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tous ces détenus. Le problème n'est pas là. Le problème aux États-Unis, c'est ce surcroît d'incarcération, ce taux d'incarcération invraisemblable, qui s'explique par toutes sortes de phénomènes. Pas spécialement par le fait qu'on a, je sais pas quoi, des gouvernements très très réactionnaires, très très conservateurs aux États-Unis, comme Donald Trump, qui s'est jamais préoccupé de ces questions-là, tellement d'ailleurs. Mais pour toutes sortes de raisons, alors d'aucuns auront des explications sur le libéralisme économique, sur le fait que les systèmes de protection sociale étant faibles, eh bien, on utilise la prison pour répondre à des situations. Voilà, enfin bon. Toutes sortes d'explications qui ne me convainquent pas totalement. La situation aux États-Unis est très compliquée. Il y a une culture une culture de la sanction très forte, hein, la peine de mort, etc., qui continue d'exister. Et il y a, faut pas l'oublier, que la police et les juges et les procureurs et les juges sont élus. Donc ils répondent à des impératifs qui sont ceux, enfin une demande, une exigence qui sont ceux de leur public. Donc c'est à celui qui sera le plus répressif. C'est pire que les hommes politiques, hein, parce que les hommes politiques ils peuvent dire qu'ils n'ont pas la totale maîtrise. Tandis que les policiers, alors les shérifs sont élus, par exemple, hein, dans les campagnes aux États-Unis. Les campagnes, les zones plus rurales. Et si vous prenez les grandes villes, c'est souvent le maire qui nomme le directeur de la police. Hein, la police de New York, le commissaire de police, le commissioner, comme il s'appelle, est désigné par le maire de New York. Donc le maire de New York va appuyer sa campagne électorale beaucoup sur des questions de sécurité. Et sur le fait, puisque la police, c'est lui. Hein, c'est tout, la fameuse NYPD, New York Police Department, c'est la mairie, c'est le maire de New York qui les nomme. C'est pareil à Chicago, c'est pareil dans la plupart des grandes villes. Et puis donc, je vous dis, les juges sont élus dans ce même des cas, et les procureurs le sont quasi systématiquement. Le procureur de New York est élu par la population de New York. Et donc, il a des impératifs. Et donc, c'est tout ce qu'on voit exposé dans certaines séries américaines autour du procureur de New York, hein, notamment New York section criminelle, etc., et où on voit exposer les états d'âme du procureur de New York. Ces états d'âme sont liés au fait qu'il est élu. Et donc tout ça conduit à, évidemment, un système extrêmement répressif, et qui plus est, les prisons sont plus ou moins privatisées, à tel point que dans certains États, d'ailleurs, on fait payer l'incarcération à la famille. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de... Bon, et que les détenus aux États-Unis travaillent pour certains et sont rémunérés grâce à ça et contribuent à l'économie. Enfin bon, c'est une main-d'œuvre bon marché. Bref, il y a une pluralité de raisons liées au système proprement américain, qui ne s'exportera pas forcément à l'étranger, en tout cas pas en Europe, qui explique cette surincarcération américaine. Celle du Brésil, n'en parlons pas, parce que, de cette manière, elle est liée au fait que le Brésil est un pays où il y a
extrême pauvreté qui donne lieu à effectivement une délinquance très forte, avec des trafics de drogue, etc., des trafics en tout genre, et des vols, notamment dans les bidonvilles, et qui donc donne une répression en termes d'incarcération qui est extrêmement forte, surtout dans les grandes villes. Voilà, mais si on reste en Europe, on s'aperçoit qu'il y a des variations quand même assez importantes. En Espagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, on est autour de 150, donc ce qui sont des chiffres assez élevés, mais avec un taux d'occupation convenable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surpopulation, statistiquement en tout cas. Et en Allemagne, on a un faible taux d'incarcération. Hein, c'est quand même assez remarquable. Alors qu'il n'y a probablement pas moins de délinquance en Allemagne qu'en France, mais le système pénal comporte toutes sortes de logiques qui font que probablement on incarcère moins, ce qui ne veut pas dire que c'est un système pénal faible, ou que les Allemands sont moins répressifs. Mais toujours est-il qu'ils condamnent moins de la prison et que le système politique peut l'expliquer, le système judiciaire, toutes sortes d'éléments. Vous voyez, c'est à chaque fois très compliqué. Faire des généralités là-dessus, comme le font certains, est tout à fait difficile. Alors, si on regarde ensuite la colonne du taux d'occupation, on voit aussi là des variations tout à fait importantes. Et si on regarde l'Europe, et même les États-Unis, on s'aperçoit que finalement la France est le mauvais élève, avec un taux d'occupation qui avoisine les 120%. Alors ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que pour 100 places prévues pour des détenus, il y a 120 détenus réels. Et donc il y en a 20% pour qui il n'y a pas de place prévue. Et donc c'est ces 20% qui sont sur des matelas dans certaines cellules. Bon, je vais revenir sur cette question, puisqu'on a vu que c'était variable selon les établissements. Mais par rapport à d'autres pays, donc, on apparaît comme les mauvais élèves, et que par rapport à ça, il y a deux solutions, soit diminuer le nombre de détenus, soit augmenter le nombre de places de prison. Et là, c'est un choix politique très clair. Pour l'instant, c'est très bizarre parce qu'on dit toujours qu'on va construire plus de prisons, mais on ne le fait pas forcément. Et le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on construit une nouvelle prison, on y met des détenus qui étaient dans des prisons vétustes. Et donc, à chaque fois qu'une prison ouvre, il y en a une autre qui ferme, parce que certaines prisons sont dans des états absolument épouvantables, qui ne peuvent même pas être rénovées. Ce qui était le cas de la maison d'arrêt de Jacques Cartier à Rennes, qui a donné lieu donc à la construction d'une nouvelle prison, mais à la fermeture, donc je sais plus comment ça s'appelle, Vezin-le-Coquet, mais qui a donné lieu à la fermeture de celle qui était dans le centre de Rennes, Jacques Cartier. Voilà, donc c'est compliqué, ces politiques pénitentiaires, mais toujours est-il que le problème n'est pas forcément là. Il est là pour les détenus qui sont en surnombre, ça c'est certain, et qui se trouvent donc essentiellement dans les maisons d'arrêt, et moins dans les centres de détention, et pas du tout. Mais à tel point que ce 118% cache des variations importantes, puisqu'on a des centres de détention où on est bien en dessous de 100%, et des maisons d'arrêt où on est à 150%. C'est-à-dire que là, on a... quand on a 100 places, on a 150 détenus, et c'est vraiment des conditions épouvantables pour eux, puisqu'ils peuvent plus, il n'y a plus de circulation possible, ils sont tout le temps en cellule, ils peuvent pas tellement sortir dehors, on les fait sortir pour les promenades 1 heure par jour maximum, ils peuvent pas avoir des activités collectives comme du sport, etc. Enfin, ce sont vraiment des conditions de détention très difficiles, qui sont une double peine, d'une certaine manière. Donc la question du taux d'occupation et la surpopulation est un élément de la condition carcérale tout à fait important, et qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Si on prend l'Angleterre, on n'a pas de ce problème-là. On l'a peut-être dans certains établissements. Mais on a un problème d'incarcération extrêmement fort. Enfin, un problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais une situation en tout cas. Et même chose, on a exactement la même situation en Espagne. On n'a pas hésité à construire
des prisons, puisqu'on a un taux d'incarcération important, avec un taux d'occupation qui reste en dessous des 100%. Même si ça cache effectivement des disparités entre les prisons. Donc voilà, hein, alors pour terminer, ces taux ont changé, notamment en France, après la crise Covid, et notamment après le premier confinement, puisqu'on a libéré une proportion non négligeable des détenus, ceux qui étaient en fin de peine. Donc on leur a renvoyé en fin de peine beaucoup de détenus, qui fait qu'on était revenu à un taux d'occupation proche des 100%, avec toujours des disparités selon les établissements, hein, des suroccupations dans certains établissements. Mais la leçon de ça que personne n'a vraiment tiré, en dehors des observateurs sociologues ou des organisations, hein, je vous conseille, si la chose vous intéresse, d'aller sur le site internet l'Observatoire international des prisons, l'OIP, qui a toutes sortes de données et de commentaires intéressants sur la question de l'incarcération. Eh bien, ça n'a pas donné lieu à un surcroît de délinquance. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis, hein, ne se sont pas empressés d'aller commettre des infractions, des crimes et des délits en tout genre, et par conséquent, ce qui nous prouve bien que le fait de rallonger les peines n'a pas une efficacité considérable. Mais ce fait-là a été peu commenté, en tout cas dans les médias. Voilà, mais depuis, après, donc, le fait d'avoir libéré une partie de ces détenus, le taux d'occupation a commencé à remonter, puisque il y a eu toutes sortes de condamnations qui ont été prononcées depuis, et on n'a pas libéré, avant la fin de leur peine, d'autres de nouveau détenus. Il y a des travaux maintenant qui portent sur les conditions sanitaires, évidemment, dans les prisons, et le fait de la circulation du Covid dans les prisons, sachant que le Covid a considérablement comment dirais-je, aggravé les conditions de détention, puisqu'on ne peut plus voir les familles. Avant, dans les parloirs, on pouvait discuter directement et toucher les familles, etc., les proches. Et là, c'est à travers une glace. Hein. Les relations avec les surveillants, etc., sont mises à distance. Le risque, évidemment, de diffusion du Covid est très fort dans les espaces de détention. Voilà, enfin, il y a toutes sortes de choses. Le respect des règles liées des règles sanitaires liées au Covid font que la détention devient très très compliquée. Donc avec des gens qui sont particulièrement à risque, que ce soit les surveillants, que ce soit les détenus. Voilà donc pour ces éléments-là. Alors, pour terminer, je voulais attirer votre attention rapidement sur quelques autres formes de pénalité qui existent et qui sont développées. Alors, la peine de mort, elle ne s'est pas développée, elle s'est plutôt réduite, heureusement. Je pensais aux alternatives. Mais alors, la peine de mort, c'est une ancienne pratique qui continue d'exister. C'est d'une certaine manière l'héritage de la pénalité de la torture et du contrôle des corps. C'est-à-dire qu'il s'agit de condamner des gens dans leur corps, sur leur vie, d'une neutralisation par l'élimination physique que constitue la peine de mort. Alors là aussi, il y a des travaux très nombreux basés sur la peine de mort aux États-Unis, hein, à la fois sur les conditions de cette peine de mort, parce que les condamnés restent plusieurs années sur le fameux death row et donc vivent un enfer avant d'être condamnés, avant que l'exécution de la peine de mort soit réalisée. Les conditions de mise à mort, hein, qui étaient autrefois la chaise électrique, la chambre à gaz, et qui aujourd'hui sont des méthodes chimiques, mais qui sont tout à fait... Enfin, les gens mettent plusieurs
au moins une demi-heure avant de mourir et se voient mourir. Bon. Voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aux États-Unis, les victimes ont le droit, ou leurs familles ont le droit d'assister à la peine de mort, donc qui a lieu dans un lieu clos, où on peut les voir à travers une glace. Voilà. Donc, la peine de mort aux États-Unis, si ça vous intéresse, il y a une littérature surabondante en sociologie, en criminologie, en sciences politiques, mais aussi des romans. Hein, je vous conseille certains romans de John Grisham qui sont consacrés à des situations d'exécution de la peine de mort qui valent bien tous les travaux ethnographiques. Donc ça continue d'exister aux États-Unis, c'est interdit en Europe, ça continue d'exister dans pas mal de pays, comme en Chine, où il y a beaucoup de condamnés à mort. En Chine, en plus, on fait payer la balle c'est une exécution par balle, de manière plus radicale et sans scrupule. Et on fait payer la balle à la famille, ce qui est symboliquement épouvantable, évidemment. Et puis, dans certains pays où elle est toujours largement pratiquée, l'Iran, etc. Bon. Et parfois pour des crimes qui ne sont pas des crimes de sang. Voilà, donc c'est pour vous en rappeler l'existence et pour vous dire que c'est un objet qui peut être examiné par la sociologie qui nous intéresse. Maintenant, dernier point, c'est qu'il y a toutes sortes d'alternatives à l'incarcération qui se sont développées depuis les années 70 notamment, liées à des mouvements anti-carcéraux notamment, qui ont essayé toutes sortes de choses, avec parfois une idéologie généreuse qui consiste à vouloir réparer plutôt que faire payer durement la dette. D'autres qui sont plus pragmatiques, avec typiquement le bracelet électronique, ça s'appelle placement sous surveillance électronique pour les spécialistes PSE, qui constitue une forme d'incarcération chez soi, qui est très pragmatique, parce que ça coûte rien, et enfin, ça ne coûte pas rien, mais c'est beaucoup moins cher que des prisons, ça coûte très peu à la collectivité, aux contribuables, et ça neutralise. Ça neutralise. Est-ce que ça dissuade? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait payer une dette? Je ne sais pas. Est-ce que ça réhabilite? Ça s'interroge. Enfin, il faut en tout cas un processus ou un protocole d'accompagnement social. Mais il y a une vraie discussion, un vrai sujet à voir au sujet du bracelet électronique comme forme de peine. Alors souvent maintenant le bracelet électronique c'est plutôt pendant une période post-incarcération. Libération conditionnelle, mais c'est pas une vraie libération, c'est placement sous bracelet électronique après la détention. Bon, il y a le fameux travail d'intérêt général qui marche cas à cas et qui fonctionne surtout pour les primo-délinquants, qui évite l'incarcération, certes, mais pas en cas de récidive, mais qui présente un certain intérêt, et notamment en termes de réhabilitation. Il y a le suivi en probation, et notamment pour les cas de sursis mis à l'épreuve, qui sont très très nombreux, comme je vous l'ai dit. Et donc là, normalement, il y a un suivi. Alors il faut savoir d'ailleurs que le sursis mis à l'épreuve a été rebaptisé, reconstitué sous la terminologie de sursis probatoire récemment, avec cette obligation d'avoir que la personne condamnée, que la personne placée sous main de justice, c'est l'appellation, le probationnaire, puisse faire l'objet d'un suivi, d'un accompagnement, de propositions, et qu'il suive un certain nombre d'obligations. Donc il y a un renforcement de cette dimension-là. Il y a des mesures de soins contraints qui concernent certains publics, notamment les infractions sexuelles, ceux qui ont des problèmes d'addiction, certains comportements de violence. Bon, des mesures de soins qui sont des soins plutôt psychologiques ou psychiatriques, qui sont souvent mal acceptés par ceux qui
qui en sont les bénéficiaires, si j'ose dire, parce que ce sont des soins contraints, et finalement, ça ne marche que difficilement parce que les thérapeutes eux-mêmes estiment ne pouvoir intervenir qu'à condition que la personne adhère au processus et que tout se déroule bien. Bon, c'est ce qui est rarement possible. On a autre chose qui est, excusez-moi, je regardais l'heure, la justice restaurative, qui consiste grosso modo à mettre les auteurs des infractions en lien avec les victimes pour qu'ils comprennent le préjudice subi par les victimes, qu'ils en prennent connaissance, qu'ils en deviennent conscients, et que la victime puisse exprimer tout ce qu'elle ressent vis-à-vis de l'auteur. Alors ceci est possible évidemment pour des infractions mineures, hein, notamment quand il y a des dommages matériels essentiellement. Et cette médiation pénale qui peut avoir lieu avant ou pendant le processus judiciaire, et même parfois il y a des expériences où ça a lieu après, pendant la période d'incarcération, eh bien fonctionne pas trop mal, mais ça ne représente qu'une petite proportion. Et puis on a les mesures éducatives qui visent les mineurs délinquants, les mineurs auteurs de faits de délinquance, les mineurs contrevenants, comme disaient les Québécois. Et donc, ils sont des mesures qui sont prononcées à la place d'une peine, c'est-à-dire que suite à une incarcération, le mineur est condamné, mais il n'est pas condamné à une peine, il est condamné à devoir se plier, en quelque sorte, à une mesure éducative qui vise à améliorer son comportement, parce qu'on estime qu'il n'est pas, enfin, qu'il est lié à son immaturité d'enfant ou d'adolescent, et qu'elle a des mauvaises conditions d'éducation, des mauvaises conditions de socialisation, et qu'on va répondre à cette carence, en quelque sorte. Et donc, on a des mesures éducatives qui sont prononcées massivement, là pour le coup, pour les mineurs, qui présentent la principale type de réponse pénale pour les mineurs, qui évite l'incarcération des mineurs. Il y a peu de mineurs incarcérés, un taux assez faible de mineurs incarcérés en France, heureusement, même s'il a tendance à croître récemment. On atteint les 850 mineurs incarcérés à tenter. Mais on évite de les incarcérer, et quand c'est grave, quand ils sont récidivistes, on a plutôt tendance à les envoyer dans les centres éducatifs fermés ou renforcés, dans lesquels donc, ils font l'objet d'une prise en charge éducative très forte au quotidien, où ils n'ont pas le droit de quitter le centre, etc., mais qui n'est pas de la prison, et qui ne relève pas de l'administration pénitentiaire, qui ne relève pas de la carcéralité. Il n'y a pas de cellules, il y a bien des chambres, et il y a toutes sortes d'activités qui sont prévues pour eux, et un suivi permanent, éducatif et scolaire. Donc ça concerne uniquement les mineurs, donc moins de 18 ans. Voilà, alors, qu'en est-il de tous ces dispositifs? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils sont... Bon. Ce qu'il faut dire, quand même, c'est que depuis 20 ou 30 ans, il y a eu une multiplication, un accroissement tout à fait important des personnes qui sont placées sous main de justice hors incarcération. Donc avec des sursis mis à l'épreuve, avec des mesures de soins, avec le bracelet électronique, le travail d'intérêt général, etc. Toutes ces mesures qui sont prises en charge par des services dédiés, qui sont les services de probation et d'insertion professionnelle, dont je vous ai parlé, hein, qu'on appelle couramment les SPIP, où à l'intérieur de ces SPIP, ce sont des conseillers de probation, ce ne sont pas des éducateurs, ça s'appelait autrefois comme ça, mais aujourd'hui, ce sont des conseillers de probation. C'est un concours que vous pouvez essayer de passer si vous voulez, mais il faudra avoir un bon niveau en droit pénal, parce qu'il y a une partie de droit pénal dans le concours, et donc qui consiste à préparer, enfin d'une part à faire en sorte que les
personnes qui ont des obligations puissent les respecter, c'est le principe de la probation, mais aussi de faire en sorte que leur réinsertion se passe convenablement, avec recherche de logement, de travail, lien avec la famille, etc., etc. Et des réponses, et puis qu'ils aillent bien à leur séance de soins, qu'ils remboursent les victimes, ou qu'ils aient un lien avec les victimes, enfin toutes sortes de dimensions qui sont liées à la probation, à l'insertion professionnelle. Et la proportion, donc, on a environ aujourd'hui autour de 65 à 70 000, je ne sais plus très bien parce qu'après le Covid ça a changé, personnes incarcérées, donc détenues, mais on a plus de 130 000 personnes, donc plus du double, enfin non pas plus du double, mais pratiquement le double, qui sont placées sous main de justice hors prison. Donc il y a deux personnes sous main de justice sur 3 qui ne sont pas incarcérées, mais qui sont sous la surveillance et la prise en charge des services pénitentiaires. Donc ça c'est important parce que on voit que ça se développe numériquement, quantitativement, et d'ailleurs on a assisté à une embauche assez importante depuis une vingtaine d'années du nombre de conseillers de probation, de professionnels qui interviennent en tout cas dans les services de probation, parce qu'il y a d'autres professionnels, des assistantes sociales, etc. Et on peut dire que ce secteur se développe. Il se développe à côté de la prison. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. En tout cas, ça ne vide pas les prisons. Mais peut-être que ça évite, en tout cas, de les remplir davantage. En tout cas, ce secteur se développe et c'est un vrai secteur à investiguer, je ne sais pas si voilà, à enquêter, à étudier pour le sociologue, puisqu'il voilà, quand on parle d'insertion, etc., ce sont des vrais enjeux sociologiques pour ces personnes qui sont en situation sociale compliquée, difficile, et évidemment, ce sont des enjeux sociologiques que les conseils de probation doivent traiter. Voilà. Mais je rappelle donc que toutes ces différentes formes sont suspendues à la prééminence de la prison, qui est l'ultime peine lorsque toutes les autres ne sont pas exécutées. Et je vous parlais tout à l'heure des mineurs, par exemple, qui, si leurs mesures éducatives ne sont pas couronnées de succès, ils vont aller crescendo dans des mesures de plus en plus contraignantes. Et si, par exemple, en centre éducatif, ils se comportent mal, ils continuent d'avoir il suffit de pas grand-chose, il suffit de consommer du cannabis, il suffit d'une petite bagarre, etc. Et puis on finit en prison. Donc la prison reste aujourd'hui, dans la civilisation contemporaine, la forme suprême de coercition, c'est-à-dire de violence légitime de l'État, de contrainte physique sur les citoyens qui donc ne respectent pas les lois. Non seulement parce qu'il y a des gens qui sont incarcérés, mais aussi parce que la prison reste une référence pour tous les autres. C'est-à-dire que les autres formes de peine, typiquement le sursis mis à l'épreuve, mais pas uniquement, pour toutes les autres peines, la prison reste la référence, et donc c'est le principe pénal central. Donc la pénalité est surdéterminée en quelque sorte par la carcéralité, c'est-à-dire la détention comme forme suprême de punition, de sanction. Et c'est donc l'étude de cette incarcération, de ces logiques, me paraît être toujours à l'ordre du jour pour comprendre les logiques du contrôle social en général, ce qui était l'idée majeure de Michel Foucault, quand il écrit en 1975 son ouvrage célèbre, donc, que je vous
recommande, même s'il est un peu difficile, lisez-le en travers, vous allez voir, c'est quand même assez difficile. Surveiller et punir, sous-titré Naissance de la prison. Donc c'est l'idée majeure, c'est que la prison, c'est un concentré des logiques du contrôle social, et que on va les retrouver dans toutes sortes de domaines. Donc, à l'époque qu'il observe, c'est-à-dire l'époque du XXe siècle, jusque dans les années 60-70, c'est une logique disciplinaire qui prévaut. Aujourd'hui, probablement qu'il n'en est plus dans une logique disciplinaire. On est dans une logique d'un autre ordre qui mériterait d'être examiné. Je pourrais vous parler, mais je n'ai pas le temps. Et, enfin, pour dire en deux mots, le néolibéralisme, c'est-à-dire le fait de demander aux gens de se comporter de façon responsable et d'adhérer à des systèmes de performance, vaut aussi en prison. C'est-à-dire qu'être un bon détenu, c'est pas se conformer à la discipline, c'est faire des choses positives pour la société. Donc, et tout le régime pénitentiaire qui va donner plus ou moins de liberté à l'intérieur de la prison, notamment pour les peines longues, sont liés à la capacité des individus, des détenus, de se responsabiliser et d'accomplir un certain nombre de choses et de faire montre non seulement qu'ils respectent les lois, mais qu'ils prennent des initiatives. Et cette logique-là, on la retrouve dans toutes sortes de dispositifs pénitentiaires, comme le travail d'intérêt général, comme le bracelet électronique, comme les mesures de soins, etc., ou la logique de responsabilisation, c'est-à-dire d'avoir une action positive pour rejoindre le système social avec enthousiasme et avec pas simplement se conformer aux lois, mais bien au-delà, se conformer à des logiques de participation à la société. C'est ça qui me semble être la logique principale du contrôle social par les institutions judiciaires, pénitentiaires, et bien au-delà, toutes les formes institutionnelles. Voilà, je terminerai là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour des questions que je voulais évoquer, même si on ne les a pas approfondies suffisamment. Pour ce qui est du contrôle terminal, puisque c'est une chose qui vous intéresse, puisqu'on a fait le tour de cet enseignement, et donc il aura lieu, les dates vous seront précisées, mais enfin au mois d'avril, je pense. Et pour ce qui concerne ce cours, donc c'est comme on est dans les conditions que l'on connaît, ce sera un examen terminal, mais examen terminal, il y a deux possibilités. Soit quelque chose pendant une heure, où vous avez un sujet et vous travaillez tout seul, soit un travail, devoir de maison, que vous pouvez faire sur plusieurs jours. Donc c'est cette seconde option que je vous proposerai, donc avec un sujet. Mais l'exercice, ça paraît plus facile, mais c'est plus difficile, hein, parce que ce que je vous demande, c'est pas de connaître le cours, puisque le cours, vous l'aurez sous les yeux, vous pouvez regarder, prendre vos notes, les diapos, me regarder 10 fois au besoin. Donc c'est aller chercher l'information, c'est pas ça que je vous demande. Je vous demande de connaître évidemment cette information, mais surtout de l'utiliser dans une logique sociologique. Donc la question sera en quelque sorte de résoudre une énigme sociologique en utilisant les analyseurs, toutes les méthodes de réflexion et d'analyse et de théorisation que je vous ai soumis au fil des cours. Donc, autrement dit, faire preuve d'une sagacité sociologique. En L3, normalement, vous en êtes tout à fait capable. Donc, c'est comme ça que sera proposé le sujet, et peut-être même en accompagnant de documents, d'ailleurs. Et donc, il faudra connaître le cours, n'est pas ce que je vous demanderai, évidemment. Ce sera de l'avoir compris, et de montrer que vous êtes capable d'analyser, et pas simplement de ressortir des informations. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et donc une bonne fin d'année. Et si on ne se revoit pas, donc je vous souhaite d'obtenir tranquillement votre licence. Au revoir, à bientôt.